Donc on commence, Dominique, par une lecture de Dror Michani. Oui, avant, et justement pour faire transition peut-être, je voudrais juste, puisque chacun pendant ce banquet s'est senti, je pense, touché, bouleversé même, et interpellé, selon une phraséologie moderne, par ce qui a été dit. Je voudrais, vous me pardonnerez, évoquer quelque chose de personnel, en remerciement à tout ce qui nous a été donné. Et en particulier, justement, chacun a pu se demander quel était son lien personnel avec Israël, pourquoi il avait envie d'écouter toutes ces paroles et ce qu'elles touchaient chez lui ou chez elle. Et donc, pendant ce banquet, j'ai très fort repensé, comme pas depuis très longtemps, à un voyage en Israël, 2 voyages en fait, quand j'avais 18-19 ans. Et c'est seulement maintenant que je me rends compte à quel point l'État d'Israël était jeune à ce moment-là, et comme moi, et on a à peu près le même âge, l'État d'Israël, et je me souviens de mon émotion. Ce que je savais d'Israël, c'était un film, Exodus, c'était un livre, Le Dernier des Justes, qui venait de paraître, qui a été acclamé puis controversé, et puis ce que j'avais appris de l'histoire d'Israël en général, du peuple d'Israël, en cours d'histoire. Pas grand-chose en somme. Et donc cette découverte d'une histoire millénaire dont je rencontrais les traces partout, à Césarée, je demeurais longtemps errante à Césarée moi-même, et puis le lac de Tibériade, et puis la Galilée, le mot Galilée, et puis tout ce que je découvrais, tous ces gens, et évidemment j'étais attirée là-bas à l'époque, c'était les années 60, par l'idéal du kibbutz, l'idéal socialiste, et à l'époque j'étais au PSU, vous voyez, tout ça était plein d'espoir et plein d'avenir. Et donc j'ai rencontré des gens qui m'ont marqué pour très longtemps, des gens qui venaient de partout, et j'ai même eu l'émotion au kibbutz où je passais quelques semaines avec des amis. On a fait ensuite le tour d'Israël en stop, d'avoir un kibbutznik qui parlait français et qui est venu m'adresser ses condoléances pour la mort de Maurice Thorez. Et j'ai été très émue, très honorée, parce que voilà, pour lui, la France, c'était aussi le communisme, Thorez, tout ça. Bon, c'était un kibbutz qui appartenait au MAPAM, un parti de gauche. Et voilà, donc ces images. Et puis découvrir que, par exemple, un des hauts lieux de la religion Baha'i est en Galilée, est en Israël. Et donc tout ce voyage, toutes ces images, tout ça est revenu en moi pendant ce banquet. Et je voulais vous le livrer parce qu'après, je n'ai plus eu de nouvelles d'Israël que par le cinéma, par la musique, par l'actualité, bien entendu. Et donc je me souviens de mes larmes au moment de la guerre des 6 jours, entendues à la radio, et puis de mes larmes en voyant la rencontre Sadat, la visite de Sadat à Jérusalem, en me disant enfin la paix. Et ça, c'était à la télévision. Et puis, bon, la suite, on y est en plein là. Donc voilà, je voulais juste vous livrer ça pour faire une transition, parce qu'on va maintenant parler d'Israël par les bas-fonds, et qu'on va redescendre au ras du sol, et on va redescendre dans la vie quotidienne, dans la familiarité de la langue aussi, sa vulgarité. J'aurais bien voulu demander à nos interlocuteurs hébraïsants comment l'hébreu s'est fabriqué un argot, l'hébreu moderne, parce que ça a dû être difficile aussi de faire une langue vulgaire, très vulgaire, celle des polars, à partir de l'hébreu classique. Et donc, c'est intéressant aussi de se poser cette question. Donc, je vous laisse découvrir Dror Michani, qui devait être là aujourd'hui, grâce à la lecture de Jean-Michel. Donc, c'est la lecture du début du premier livre. Oui. De son premier roman, Une disparition inquiétante. Face à lui était assise une mère, encore une. Il en avait déjà eu 2 pendant son service. La première avait sans doute fait un enfant trop tôt, mais elle était très jolie.
Elle portait un t-shirt blanc moulant qui révélait de magnifiques clavicules et tenait à déposer une plainte parce que son fils avait été tabassé à la sortie de l'école. Il l'avait patiemment écoutée, puis renvoyé chez elle avec la promesse de s'occuper sérieusement de son problème. La deuxième avait exigé que des enquêteurs de la police prennent sa fille en filature afin de découvrir pourquoi la gamine chuchotait au téléphone et, la nuit, s'enfermait à double tour dans sa chambre. Depuis quelque temps, chaque fois qu'il était de service, il perdait des heures avec ce genre de requête. La semaine passée, il avait même reçu une femme persuadée que sa belle-mère lui avait jeté un sort. Il soupçonnait les policiers de l'accueil d'aller arrêter les passants dans la rue et de leur demander de venir de se plaindre de n'importe quoi, rien que pour le transformer en chat noir. Pendant la permanence de ses collègues, personne ne déposait de telles plaintes. Il était 18h10, et si dans le bureau d'Avraham, il y avait eu une fenêtre, il aurait vu que dehors le jour commençait à baisser. Il avait déjà décidé de ce qu'il s'achèterait pour dîner en rentrant chez lui, et de ce qu'il regarderait à la télévision en mangeant ce qu'il aurait acheté. Mais pour l'instant, il lui fallait calmer sa troisième mère de la journée. Les yeux fixés sur son écran d'ordinateur, il attendait le bon moment. « Savez-vous pourquoi il n'y a pas de littérature policière écrite en Israël ?» lui demanda-t-il soudain. « Pardon ? Oui, pourquoi ? Pourquoi chez nous, on n'écrit pas de romans comme ceux d'Agatha Christie ou comme La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette ? Je ne m'y connais pas tellement en livres. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que chez nous, on ne commet pas de tels crimes. Chez nous, il n'y a pas de tueurs en série, pas d'enlèvement et quasiment pas de violeurs qui agressent les femmes dans la rue. Chez nous, si quelqu'un est assassiné, c'est en général le fait du voisin, de l'oncle ou du grand-père. Pas besoin d'une enquête compliquée pour découvrir le coupable et dissiper le mystère. Oui, chez nous, il n'y a pas de vraies énigmes et la solution est toujours très simple. Bref, tout ça pour vous expliquer que la probabilité qu'il soit arrivé quelque chose de grave à votre fils est infime. Et je ne le dis pas pour vous rassurer, c'est une question de statistique. D'autant que nous n'avons aucun élément qui nous permettrait de penser le contraire. Je me trompe ? Votre fils rentrera à la maison dans 1, 2 ou 3 heures, au pire demain matin, je vous le garantis. Comprenez bien que si je lance dès maintenant une enquête pour disparition inquiétante, je serai obligé d'envoyer immédiatement des policiers à ses trousses. Telle est la procédure. Et croyez-en mon expérience, on risque fort de le retrouver dans une situation qui ne vous fera pas plaisir du tout. Qu'est-ce que je fais si on l'attrape en train de fumer un joint ? J'aurai pas le choix. C'est un délit, je devrais l'inculper. Mieux vaut donc ne rien précipiter. C'est ce que je vous conseille. Sauf si votre instinct maternel vous dit qu'il lui est arrivé quelque chose et que vous pouvez m'en donner la preuve. Justifiez vos craintes. Dans ce cas, on lancera immédiatement un avis de recherche pour disparition inquiétante. Sinon, attendons demain matin. Ça vaut mieux, croyez-moi. Il la dévisagea pour mesurer l'impact de ses paroles. Elle paraissait désemparée. Voilà une femme qui n'a pas l'habitude de prendre des décisions, ni d'insister. Je ne sais pas s'il lui est arrivé quelque chose de grave ou non, dit-elle, mais ce n'est pas son genre de disparaître comme ça. Un quart d'heure plus tard, ils étaient encore là, assis dans son petit bureau, l'un en face de l'autre. Depuis 5 heures de l'après-midi, il n'avait pas fait de pause cigarette. Son paquet de Time posé devant lui, avec dessus son briquet noir, en témoignait. Il avait aussi un briquet dans chaque poche de son pantalon et dans celle de sa chemise. Récapitulons les grandes lignes de ce que vous m'avez expliqué et mettons-nous d'accord sur ce que vous allez faire en rentrant chez vous, au cas où il ne serait toujours pas revenu. D'accord ? Donc, il est parti ce matin au lycée comme d'habitude. À quelle heure ? 8h moins 10, c'est bien ça ? Je n'ai pas regardé ma montre, je vous l'ai déjà dit, mais c'était comme tous les matins, peut-être 8h moins le quart. Il repoussa son clavier et prit une feuille de papier blanc sur laquelle il inscrivit de courtes phrases avec le bic qu'il venait de trouver dans son tiroir. Il tenait toujours ses stylos d'une étrange manière, pressant les doigts à quelques millimètres de la pointe, si bien qu'il avait instantanément les dernières phalanges tachées d'encre bleue. L'heure exacte n'a pas d'importance, madame. Son cartable vous a-t-il paru normal ou particulièrement gros ? Y avait-il quelque chose d'inhabituel qui aurait attiré votre attention ? Manque-t-il des vêtements dans son armoire ?
Ben, je n'ai pas fouillé son armoire. Quand avez-vous découvert qu'il n'avait pas pris son téléphone portable? Vers midi, au moment où j'ai nettoyé sa chambre. Vous nettoyez sa chambre tous les jours? Hein? Non, pas tous les jours. Des fois, quand c'est sale. Il lui trouvait justement un air à faire le ménage tous les jours. Petite, assise au bord de son siège, le dos voûté, et sur les genoux un vieux sac en cuir noir qu'elle serrait d'une main plutôt menue, tandis que l'autre était refermé sur un téléphone bleu, un ancien Samsung. Dire que cette femme qui ployait l'échine, mère d'un garçon de 16 ans, avait sans doute le même âge que lui, 2 ans de plus à tout casser. Sûr qu'elle n'avait pas dépassé la quarantaine. Il ne prit aucune note. Rien de tout cela n'avait réellement d'importance. Bon, ça c'est le début du premier roman de Dror Michani, suivi de 2 autres, dont le dernier est paru tout à fait récemment. Donc il s'appelle celui-ci Une disparition inquiétante, le second La violence en embuscade et le troisième Les doutes d'Avraham. Car le détective s'appelle Avraham et c'est un anti-héros, c'est un flic, comme vous l'avez remarqué, consciencieux, qui démarre sur des petites histoires de la vie quotidienne banale, et en fait la vérité va s'avérer terrible, et par un coup de théâtre final que Avraham a manqué, enfin le coup de théâtre arrivera, mais lui aurait pu le découvrir plus tôt, et c'est toute la construction du polar très intéressante, et chez Dror Michani c'est comme ça systématiquement, parce qu'Avraham n'est pas sûr de lui, parce qu'il a de l'empathie pour les gens avec qui il est en contact, parce qu'il n'ose pas, par exemple, tourmenter cette mère qui vient de se demander où a disparu son fils. Il va manquer quelques indices, il ne va pas oser aller au bout, il n'ose pas, bon, les doutes d'Avraham, mais c'est un bon flic consciencieux, et il est plein de remords et d'appréhension, et souvent dans le roman, il y a une construction qui fait qu'on va vers le futur. Plus tard, il se souviendra qu'il aurait dû à ce moment-là ou qu'il aurait pu à ce moment-là, et c'est ce qui fait toute l'humanité de ce personnage. Donc je vous conseille vivement la lecture de Dror Michani. On va revenir à un peu son histoire et son background, mais je voudrais très rapidement et sans vous lasser faire une petite histoire du polar israélien, très rapide, parce que cette histoire est très jeune, donc de toute façon on en fera le tour assez vite. Beaucoup d'entre vous, je pense, ont lu un roman au moins de Batya Gur. Bon, Batya Gur, comme les critiques littéraires aiment bien les rapprochements, c'est la fille d'E. James ou la Elizabeth George d'Israël. Bon, alors on va se dispenser d'épithètes. C'est quelqu'un c'est une professeure de lettres qui est née en 47 ou 46 et qui est morte en 2005, très tôt, et qui avait parcouru différents milieux de l'Israël, de Jérusalem particulièrement, parce que je dirais que dans le polar israélien, il y a 2 écoles, l'école Jérusalem, Batya Gur, et puis l'école Tel Aviv. Tous ces auteurs de polar qui sont nés, ont grandi et situent leurs intrigues plutôt du côté de Tel Aviv, et là où est la vie économique, la vie, les boîtes, les banlieues, les cités. Bon, c'est la capitale économique d'Israël, disons, et donc beaucoup d'intrigues démarrent là. Donc Batya Gur, dans sa série des meurtres enfin c'est comme ça traduit en français en tout cas, meurtre à l'université, meurtre en direct, ça c'est les milieux de la télévision, meurtre au kibbutz, ça se passe pas à Jérusalem mais à la campagne, vous vous en doutez, s'intéresse chaque fois à un milieu un peu fermé, particulier, et nous fait ainsi découvrir la vie, la société israélienne à la fin du XXe siècle. Et donc, chaque fois, il y a une intrigue et il y a un héros, un bon flic, originaire du Maroc, mais on dirait un parfait ashkénaze.
il est élégant, il est beau, il est très respectueux des droits de l'homme, contrairement à son adjoint Balilti qui lui est grossier, raciste, etc. Et donc il concilie en lui, si vous voulez, un peu l'idéal de toutes les communautés. Et il s'appelle Michael Ohayon. Et c'est le héros, le détective, si vous voulez, le policier, l'enquêteur de tous ces meurtres, le fil conducteur. Donc, tous les autres, je dirais, non, il y en a un autre un peu particulier de Yair Lapid qui correspond, lui, au cliché du détective à l'américaine. Je vais y revenir dans une minute. Batiagour, donc, nous fait visiter, comme ça, différents cercles, différents milieux. Et Meurtre à l'université, par exemple, qui est quasiment un roman à clé. Et donc, pour faire connaissance avec la société israélienne de la fin du XXe siècle, c'est bien de commencer par elle, et beaucoup d'entre vous, je suis sûr, l'ont fait déjà. Ainsi, dans un des derniers, Meurtre sur la route de Bethléem, elle va nouer son intrigue. Voilà. Autour d'un quartier spécifique de Jérusalem, Baka, qui est un ancien, où subsistent encore des maisons qui étaient habitées par des familles arabes plutôt riches avant 1948, où se sont installés ensuite des immigrants qu'on a logés dans ces maisons qui s'étaient vidées, qui avaient été vidées, qui est donc devenu un quartier où des vagues successives d'immigration se sont installées, et puis qui s'est gentrifié, c'est-à-dire les maisons, on se met à rechercher des vieilles maisons authentiques, avec des arcades, avec des voûtes, et puis il y a donc dans ce quartier à la fois de vieilles maisons restaurées, des maisons anciennes mais habitées par des gens pauvres, des blocs d'immeubles style HLM, et tout cela dans un espace assez restreint. Et comme la société israélienne est assez peu nombreuse, les gens se voient comme dans un village et tout le monde connaît tout le monde. Et c'est aussi pour ça que parfois les romanciers israéliens disent, ou même les policiers disent « Ah mais chez nous, un serial killer, c'est pas possible, il ne pourrait pas se dissimuler très longtemps, tout le monde connaît tout le monde, et puis tout le monde tout le temps. » Et les voisines ragotent, et puis on se rend compte, et Madame Machin, elle a acheté un nouveau téléviseur, ou Monsieur Truc a acheté un nouveau 4x4, d'où sort l'argent, ah mais ils ont un fils qui... Bon. Donc, c'est cette vie de quartier où peuvent aussi se passer des crimes, des énigmes, des meurtres. Et donc ici, l'intrigue se noue autour de un conflit de société qui a été évoqué parfois entre juifs orientaux, séfarades, ici des yéménites, et donc ces yéménites qui sont arrivés au début des années 50 par une opération très audacieuse qu'on a appelée le vol de l'aigle, où tous les juifs yéménites ont été évacués en quasiment 48 heures par avion et installés en Israël, où les problèmes d'intégration ont été souvent lourds pour cette communauté. Et donc ici, deux familles, deux voisins, et donc Jean-Michel va nous lire un petit passage où Batiagour évoque ces conflits de voisinage. Je suis là. Un instant, Madame Benesch, si je comprends bien, l'interrompit Yair, si je comprends bien, vous dites que toute cette famille, vos voisins, sont responsables de l'assassinat de Zohara Bachari? Vous ai-je bien comprise? Clara, ne t'emporte pas, s'écria son mari en s'approchant d'elle. Elle ne va pas bien, essaya-t-il de justifier en regardant Michael avec une expression inquiète. Je vais vous expliquer ce que je dis, reprit Clara Benesch. Elle se débarrassa de la main que son mari avait posée sur son bras et défia le commissaire du regard. Vous êtes jeune et peut-être ne comprenez-vous pas encore ce genre de choses, mais il y a des familles dans lesquelles il ne peut arriver que des drames, où justement on n'assassine pas dans n'importe quelle famille. Et dans ce quartier, dans cette rue, vous voyez sur qui c'est tombé. Parfois, c'est dans les gènes. Il y a
Il y a ceux qui ont des bons gènes et ceux qui... Les Schwartz, quoi. Maman l'a mis en garde Yoram, qui jeta un coup d'œil vers Michael. Je t'ai dit 1000 fois de ne pas parler comme ça. Arrête, ils ont très bien compris ce que je voulais dire. Une ride se creusa entre ses sourcils dessinés au crayon. Ici, en Israël, il y a beaucoup d'orientaux. Et comment dire, ce sont des gens... Son regard passa de Michael à Yaïr. D'où viennent vos parents? Le jeune policier sourit et répondit qu'ils étaient nés en Israël. 3e génération d'Israéliens, une partie issue de Methoula et l'autre de Rosh Pina, précisa-t-il fièrement. Bon, vous voyez, c'est esquissé en une page et c'est photographié comme ça. Et donc, Zohara Bachari était une yéménite, donc, qui a une voix magnifique et qui est une jeune fille moderne. Et puis, elle a été assassinée, on a retrouvé son corps, et donc le polar tourne autour de cette énigme, mais elle s'intéresse très fort à sa communauté, à l'histoire de sa communauté. Elle veut faire un petit musée avec des objets de la vie quotidienne ramenés du Yémen. Son frère, qui s'occupe de la synagogue à côté et qui est un homme d'affaires moderne lui aussi, ne comprend pas l'intérêt de sa sœur pour cette histoire. Tout ça se révélera dans le polar. Et voilà, je voulais vous montrer comment Batiagour photographie comme ça. Donc Yaïr, le jeune Sabra, lui, est un peu taquiné par ses collègues policiers parce qu'il est jardinier. Il a grandi dans un moshav et il a grandi donc à la campagne et il s'intéresse beaucoup aux plantes, etc. Et justement, ça aidera à résoudre l'énigme à la grande stupeur de son collègue Balilti qui, lui, ne croit que aux interrogatoires musclés et aux clichés qui font désigner tout de suite l'entrepreneur arabe comme le seul suspect possible dans cette histoire. Et justement, ça ne sera pas le cas. Et je voulais vous lire quand même une petite page aussi de ce roman, juste un tout petit passage, mais je le reprendrai, si vous voulez bien, à propos des personnages secondaires. Je voulais vous présenter nos autres auteurs. Donc, il n'y en a pas beaucoup parce que, justement, le Batiagour, c'est la génération, donc vous voyez, elle est née en 47, et puis tous les autres, ils sont beaucoup plus jeunes, avec quand même Yaïr Lapid, dont le père était un homme politique connu. Lui aussi a fait de la politique, il a même été ministre des Finances. Et il pourrait être le portrait de Michael Ohayon, par exemple. Il est grand, beau, il ressemble à Georges Clooney, Yaïr Lapid. Et donc, sa mère est une romancière très connue en Israël, Shulamit Lapid. Et lui, il est né en 63. Enfin, il fait un peu l'intermédiaire entre Batiagour et puis Dror Mishani, Yishad Sarid, dont on va parler tout de suite, et Liad Shoham. Bon, puisque la jeune génération, disons, les deux stars en ce moment du polar israélien, c'est Dror Mishani, qui devait venir aujourd'hui, et Liad Shoham, qui a publié presque en même temps, aux mêmes dates que Dror Mishani. Ils sont tout à fait de la même école, nous dirons. Alors je disais, Yishai Sarid. Lui, c'est je cherche sa date de naissance parce que il est né en 65 à Tel Aviv-Jaffa, donc né en Israël. Et c'est le fils de Yossi Sarid, qui est un des fondateurs, un des leaders du parti Meretz. Donc c'est l'extrême gauche, si vous voulez, israélienne. Donc, et lui-même, qui a été officier dans l'armée, est avocat, procureur général et écrivain. Donc, avec 2 romans. Le premier qui est traduit en français « Une proie trop facile », qui raconte une enquête menée par un avocat sans cause, donc un anti-héros, je vais y venir, sur ces personnages de détectives fatigués ou de policiers suspendus pour cause de bavure ou de burn-out, qui sont très souvent dans les polars modernes, disons. Et là, donc, cet avocat sans cause, réserviste de l'armée, au titre donc du fait qu'il est membre de l'armée, police militaire, enquête sur un viol
d'une jeune soldate par un brillant officier, et toute l'intrigue tourne autour de ça. Et le roman dont j'aimerais vous parler maintenant s'appelle « Le poète de Gaza », chez Actes Sud, édité en 2010. En hébreu, il s'appelle Limassol. Limassol, c'est une ville de Chypre, puisque l'issue du roman se termine à Chypre. Le poète de Gaza, qui présente des personnages, outre donc ce personnage de flic fatigué qui va jouer un rôle assez noir finalement, puisqu'il est chargé d'infiltrer, grâce à une romancière à qui il propose de l'argent, se prétendant avoir gagné beaucoup d'argent en bourse. Il voudrait être son élève parce qu'il veut écrire un roman. Donc il fait la connaissance d'une romancière israélienne qui représente très bien l'intelligentsia à laquelle appartenait Bat Yagour, par exemple, et il lui propose un marché. Elle voudrait faire sortir de Gaza un vieil ami palestinien, poète, qui est sur la fin de sa vie, pour qu'il soit soigné à l'hôpital. Elle a un fils qui est un toxicomane à bout de souffle presque, et donc elle a besoin d'argent, et elle a besoin de l'aide de ce policier qui, étant suspendu pour un interrogatoire trop musclé, a été engagé par les services secrets pour monter une opération qui consiste à, par le biais de ce vieux poète, attirer son fils, qui lui est devenu un leader d'une organisation terroriste et que la police, enfin les services secrets voudraient faire disparaître. Donc vous voyez une histoire assez sombre, mais qui nous fait pénétrer dans l'intimité d'un personnage féminin, Daphna, et de son ancien amant, le poète palestinien Hani, et nous fait pénétrer aussi dans une époque où justement les intelligentsias arabes et juives communiquaient, se lisaient mutuellement et pouvaient même vivre des histoires d'amour, chose qui dans l'Israël contemporain évidemment est devenue tout à fait impossible. Quelques interventions vous l'ont laissé comprendre, celle de... C'était Dori Manor, je crois. C'est Dori. Oui, qui racontait comment des intellectuels refusent de lui parler maintenant, alors que là, au contraire... Moshe Sakal. Ah, c'était Moshe, oui. C'était Moshe. Oui. Ça leur arrive à tous. Voilà. Donc, si vous voulez, outre les personnages d'enquêteurs, qui sont soit de brillants détectives, soit des anti-héros, on pourrait dire, comme les personnages de Mishani et de Yishai Sarid et aussi de Liad Shoham, il y a ces personnages secondaires, les personnages qui meublent les polars et qui nous font découvrir et l'histoire de l'Israël récent, moderne, et la société israélienne. Donc là, on peut lire peut-être un peu une petite soirée dans l'intelligentsia, voilà, dans le poète de Gaza. Une haute palissade et des buissons de jasmin entouraient la grande bâtisse. À l'entrée, un vigile nous a arrêtés, Rani et moi. Sans doute nous trouvait-il un air suspect. Fort heureusement, un instant avant que cela ne devienne embarrassant, Daphna nous a tirés de ses griffes. La maîtresse de maison accueillait ses invités dans un immense hall, le plafond y était 2 fois plus haut que chez moi, par 2 bises à chacun. Nous avons, nous aussi, eu droit au nôtre. Puis la charmante femme a lancé à Daphna « Ma chérie, tu es superbe, on a toujours l'impression que tu continues à pousser comme un grand adolescent. » J'ai bien aimé l'image. Rani et moi avons suivi la robe de Daphna et empruntant l'escalier intérieur, nous avons débouché sur un toit aménagé. C'était bondé. D'un côté scintillaient les lumières de la plage, de l'autre les hautes tours de la finance. Daphna, tout sourire, s'est rapidement fondue à ce beau monde, tandis que Rani et moi sommes restés adossés aux murets en béton qui surplombaient une rue tranquille. Jusqu'au moment où j'ai remarqué qu'il avait du mal à rester debout. Je suis aussitôt allé lui chercher un verre de limonade, j'ai pris une bière pour moi et je lui ai surtout dégoté une chaise que j'ai installée devant d'immenses plantes vertes. Ici et là,
j'ai reconnu des visages célèbres. Juste à côté de nous, un olivier nain poussé dans un grand pot en terre. Merveilleux petit vent de la mer, bière allemande et serveuse stylée aux allures d'apprentie comédienne qui proposait toutes sortes d'amuse-gueules hautement sophistiquées. De temps en temps, Daphna venait nous présenter une victime tombée dans ses raies et avec qui nous devions échanger des banalités. Je faisais de mon mieux, mais comme Hani avait plus de patience et de talent que moi, j'ai fini par me taire et le laisser faire. Il parlait volontiers de gens et de lieux qu'il avait fréquentés durant ses joyeuses années à Tel Aviv. Étrange de me retrouver au milieu de ces jolies femmes et de ces intellectuels qui, pour la plupart, passaient leur temps à nous décrier, moi et mes semblables. Mais bon, j'étais pour la soirée un écrivain en devenir, de ceux qui avaient foi en l'humanité, et se saoulaient à petites gorgées en respirant le vent de liberté qui soufflait sur les magnifiques toits du quartier de Neve Tzedek. Je me rendis compte soudain que Hani était devenu quasiment le clou de la soirée. Ils étaient tous survoltés à l'idée de rencontrer un arabe authentique, de Gaza de surcroît, presque aussi excités que s'ils avaient reçu la visite d'un extraterrestre. Il faut dire qu'un type comme Hani, charmant, poli, et qui parlait bien l'hébreu, c'était exactement ce qu'il leur fallait. Notre poète esquivait en souriant toutes les questions politiques. Les femmes ne pouvaient s'empêcher de lui prodiguer de petites caresses sympathiques. Il rayonnait, se laissait tripoter, heureux d'être le centre de tant d'attention. Moi, je me mis à l'écart, le genre adolescent renfrogné. Donc, le narrateur, vous l'avez compris, c'est le policier infiltré, bien sûr. Je continue sur les héros, les inspecteurs, les enquêteurs. Je disais, au fil du temps, ils sont devenus de héros un peu parfaits, comme chez Batiagour, ou de détectives à l'américaine, comme chez Yair Lapid, dans La 6e énigme, où carrément le détective s'appelle Yehoshua, et on l'appelle Josh, bien sûr. Il est tombeur, séduisant, il boit un peu trop, et il a tout à fait la décontraction des héros de Mickey Spillane ou de Dashiell Hammett. Bon, on sent que pour Yair Lapid, à la fois, il y a un vrai plaisir d'écrire, mais aussi que l'écriture, c'est un peu un divertissement. Il n'a pas que ça à faire, hein, je pense, mais je ne dénie pas sa qualité de romancier, mais il s'amuse aussi beaucoup. Il y a beaucoup d'autodérision et ce personnage est assez drôle, comme chez Donald Westlake, pardon. Oui, bon, Yair Lapid. Enfin, on va pas s'attarder. George Clooney, oui. Je voudrais continuer sur la liste des... On arrive maintenant à nos deux stars, si vous voulez, Liad Shoham et Dror Mishani. Et on continue à visiter la société israélienne. Donc Liad Shoham, il a dans son premier roman, qui est traduit par Tel Aviv Suspect, un inspecteur qui s'appelle Eli Nahum, pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, parce que c'est un flic petit, maigre, brun, mais un petit méditerranéen, triste, un peu terne, hein, dans la lignée peut-être des je ne peux pas dire des Maigret, parce que Maigret n'est pas terne, mais en fait des présences taciturnes comme ça, et il est mis à pied, il est suspendu, parce que, voilà, et son enquête n'a pas abouti. Il s'est obstiné sur une voie que ses collègues, les collègues ont emballé un suspect, et l'affaire est bouclée. Et lui, il continue. Il reprend des interrogatoires, et donc il finit par se mettre carrément à pied, mais quand même il continue, et il aura le courage d'aller affronter à lui tout seul un mafioso, un patron de la mafia, dont il viendra finalement à bout. Et il est à la fois opiniâtre et courageux, mais il n'est pas brillant. Voilà. Il est un anti-héros. Et dans le roman suivant, qui s'appelle Terminus Tel Aviv et qui vient de paraître,
C'est une femme qui tient le rôle d'enquêtrice. Et Liad Shoham dit « ça ne pouvait être qu'une femme qui serait l'inspectrice, l'enquêtrice dans ce polar-là ». On va comprendre tout de suite pourquoi. Mais justement, le tableau de la police tel qu'il nous le présente tous les deux. La police, dit Dror Michani, et repris par Liad Shoham, en Israël, c'est bon, les gens rêvent que leur enfant soit avocat, soit architecte, soit médecin, soit dans les services secrets, officier, et surtout pas policier. Et donc la police est considérée comme, mais comme souvent dans beaucoup de pays, comme le dessous du panier, vraiment le fond du panier des carrières qu'on peut embrasser. Alors les parents de cette jeune inspectrice Anat Namias ne souhaitent qu'une chose, c'est qu'elle se marie et qu'elle devienne quelqu'un de bien, au lieu elle est petite, elle est rousse, elle est toute menue et elle est flic. Voilà. Et elle aime ça. Et donc, ces anti-héros, ils ont quelque chose de particulier, c'est que même si il y a un dicton qui dit en Israël, il faut toujours 2 flics, savez-vous pourquoi il faut 2 flics pour mener une enquête, hein? Parce qu'il y en a un qui sait lire et l'autre qui sait écrire. Voilà l'image de la police, si vous voulez, telle que reflétée dans les romans policiers contemporains. Et donc, ça fait penser aussi à certains... Bon, c'est surtout pas des brillants détectives, et pourtant, c'est des gens qui s'accrochent, et même s'ils doutent, comme Abraham, il s'appelle donc comme ça, son nom bégayé un peu, hein, mais une journaliste française lui fait remarquer quand même que dans la Bible, quand Dieu appelle Abraham, il l'appelle 2 fois, Abraham, Abraham, hein, et donc Dror Michani, fin de s'étonner, dit « Ah bon, tiens, j'y avais pas pensé. » Voilà. Donc, Liad Shoham, dans Tel Aviv suspect, donc présente une enquête banale, policière. Moi, je m'étais intéressée surtout à ce personnage d'Eli Naoum, de ce petit inspecteur maigret méditerranéen, et à son opiniâtreté. Mais il y avait des personnages secondaires, comme la vieille Sarah Glaser, qui voit tout, qui a même des petites jumelles pour observer, et qui réapparaît dans un autre personnage. Alors je me suis dit, Liad Shoham, il change de détective, mais il garde des personnages secondaires, un peu comme Balzac. Le patron de la mafia est le même dans le second opus, et la voisine qui aide à résoudre un peu ou pas les énigmes parce qu'elle voit tout et elle observe des petits détails. Hein. Le polar israélien, il fouille dans les coins. Donc grâce à lui, vous vous attablez dans un kebab, vous mangez du fromage bulgare. Alors je me suis beaucoup interrogée sur pourquoi dans presque tous les polars on mange du fromage bulgare. Donc ça correspond, je pense, à une spécialité de genre feta ou un truc comme ça. On mange des falafels, donc on a des odeurs de boulettes, de piments orientaux, etc., d'épices. Et puis, on visite des lieux que ne visitent pas évidemment les touristes qui vont en Israël. Il n'y a pas de hauts lieux, c'est plutôt des boui-boui, c'est plutôt des ruelles, c'est plutôt des bouges. Et dans Terminus Tel Aviv, on ne va pas trop s'attarder non plus, moi je vous en lirai un peu, enfin, Jean-Michel vous en lira un peu plus, mais on va quand même essayer de boucler cette visite assez vite. Dans Terminus Tel Aviv, Liad Shoham évoque un problème parce que la société justement a changé, parce que des murs font que quotidiennement la main-d'œuvre, celle qui travaille à la plonge dans les restaurants comme maçon pour garder les gens âgés, etc., ne peut plus ou vient difficilement quotidiennement. On a fait venir d'autres communautés, des Philippins, des gens qui viennent de loin souvent, et puis il y a aussi les gens qui viennent et qui ne sont pas invités. Les gens qui viennent et qui ne sont pas invités, dans Terminus Tel Aviv, ce sont ces Érythréens, ces Éthiopiens, ces gens qui traversent le Sinaï et qui, dans le Sinaï, on le sait, sont pris en otage par les Bédouins du Sinaï, gardés, affamés, revendus souvent, s'ils sont prostitués, s'ils sont des femmes, et
y compris, il y avait un film israélien qui montrait ça, ce marché aux femmes sur à la limite du Negev, mais c'était avec des filles qui venaient aussi d'Europe. Bon, donc c'est un film un peu ancien. Mais donc les femmes, on voit le sort qui leur est réservé, et les garçons sont parfois torturés, y compris auprès de téléphones portables, pour appeler de la famille qui est déjà soit en Israël, soit en Europe, soit restée au pays, et envoyer de l'argent. Ils sont donc soumis à un sort épouvantable, et donc ce roman parle de ça, de ces gens qui sont analogues à nos sans-papiers, et des gens qui les défendent. Donc ça commence par le meurtre d'une militante d'une association de soutien aux Érythréens aux sans-papiers, et qui s'appelle Michal Poleg, de son directeur, Itai Fischer, de l'inspectrice Anat Namias, qui va essayer de remonter la piste de ce meurtre, et présente une galerie de personnages et nous fait visiter aussi l'envers de l'histoire contemporaine, si vous voulez, comme disait Balzac, et en particulier des ruelles, des bouges et des endroits où no-go zone. Hein. Il n'y a que les flics qui se risquent quand même. En pénétrant dans une ruelle du quartier Shapira, Itai croise des adolescents traînant sur les trottoirs, qui fument et discutent bruyamment. Des enfants noirs et d'autres aux yeux bridés zigzaguent à vélo. 2 petits déguenillés jouent au bord de la chaussée. Un vieillard extrait une bouteille en plastique d'une benne débordant d'ordures. Il gravit les marches d'un immeuble décrépit, se fraye un chemin au milieu de monceaux d'immondices. Une âcre odeur d'urine assaille ses narines. Piètre consolation, l'hiver a chassé les cafards. Naguère, on y vendait de l'héroïne, et les camés de Tel Aviv prenaient place dans la longue file qui s'étirait jusqu'à l'entrée. Depuis, la police a chassé les dealers et les demandeurs d'asile les ont remplacés. Quelques épaves israéliennes demeurent encore, des laissés pour compte sans suffisamment d'argent pour s'échapper de là, abandonnés à leur sort par les autorités publiques. Ils toquent à une porte. Sur celle-ci, comme sur les autres portes de l'immeuble, des chiffres sont placardés en gros caractères. Il ne s'agit pas du numéro de l'appartement, mais du montant du loyer. De temps à autre, le propriétaire débarque, efface la somme précédente et inscrit une nouvelle. L'interdiction de location aux étrangers, décrétée par quelques rabbins, a porté ses fruits. Et du coup, les prix grimpent. Les gens ne comprennent pas que tant qu'on n'aura pas trouvé une solution structurelle, globale, ils n'ont pas intérêt à rendre la vie des demandeurs d'asile encore plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Quand on accule ainsi les gens, la déflagration survient avec son cortège de victimes. Sans parler de la dégradation des valeurs et du prix que la société finit par payer. Les gouttes d'eau ruissellent de vêtements détrempés, accrochés pêle-mêle sur une corde à linge, bricolée au premier étage. Michal lui manque et se creuse la tête pour comprendre ce qu'elle voulait lui dire, ce qu'elle avait découvert. Comme ils discutaient pour un oui ou pour un non, il lui semblait qu'ils se chamaillaient tout le temps. Ce n'est que maintenant, alors qu'elle n'est plus là, qu'il constate à quel point elle l'a aidé, à quel point il lui faisait confiance et se reposait sur ses conseils. Voilà, bon, vous l'aurez compris, le polar, et pour moi c'est ce qui fait toute sa valeur, outre qu'il répercute les échos de l'histoire, donc vous avez compris là que dans ces policiers israéliens, on a des échos de l'intifada, du terrorisme, les lieux, la géographie nous y porte aussi, on se transporte de Be'er-Sheva jusqu'à la frontière du Liban au moment où il y a des escarmouches et à la veille de l'invasion du Liban. Il y a des allusions comme ça, historiques aussi, dans par exemple Une proie trop facile, l'enquêteur, le personnage dit qu'il sera en place des rois d'Israël. Il continue à l'appeler comme ça parce qu'il ne veut pas l'appeler par son nouveau nom.
La place des rois d'Israël à Tel Aviv est devenue place Yitzhak Rabin depuis l'assassinat de Rabin. Bon, il y a des petits échos de l'histoire, mais il y a surtout tous les conflits, et je crois que le polar, c'est ça, c'est un instrument qui permet de pénétrer dans l'intime, de l'intérieur, toutes les contradictions, toute la violence d'une société qui n'est pas forcément exposée qui est exposée dans les romans, mais à travers la singularité de l'auteur, à travers sa voix, à travers ce qu'il a à dire de lui-même. Là, on est dans une langue basique, banale, et tout passe par, évidemment, l'intrigue et l'interaction entre les personnages. Donc, par exemple, les minorités, je l'ai dit, les Yéménites, les Philippins, les Africains, le conflit les tensions entre orthodoxes et laïcs, mais à l'intérieur parfois d'un même personnage. Dans, par exemple, le poète de Gaza, il y a un personnage secondaire de flic, de collègue, Haïm, qui est père de famille nombreuse, qui se lève tous les matins à 5 heures pour prier, et puis qui est en même temps un flic qui fait son travail pas toujours comment dire, pas toujours régulier, honorable, voilà, hein, un bon policier. Il y a tous ces aspects, toutes ces facettes contradictoires. Il y a aussi la ville, la campagne, les fêtes, je l'ai dit, la nourriture, le pouvoir des médias qui semble en Israël énorme, avec des journalistes extrêmement fouineurs et carrément volant des images, faisant du chantage à des policiers pour les piégeant dans des interviews pour ensuite révéler des enquêtes en cours. Bon, ça fait penser un peu aux tabloïds anglais. Donc il y a aussi des personnages comme ça, de journalistes vampires qui divulguent les enquêtes et les font foirer. Donc je ne vais pas trop m'attarder non plus là-dessus. Ces personnages secondaires, c'est eux finalement qui font toute la valeur des polars en général, parce que c'est eux qui reflètent, je répète, les conflits, les contradictions de la société. Est-ce qu'on a prévu d'autres lectures? La dernière de Dror, non? Voilà, hein, on va terminer par une lecture de Dror, même 2 petites lectures, j'ai un autre petit texte, et puis on va en rester là. Je voulais juste faire une petite introduction au polar israélien, parce qu'il me semble qu'en face de la grande littérature qui interpelle chacun de nous dans son intime, il y a cette littérature populaire qui nous porte les échos, les saveurs, les odeurs, et puis toute la saloperie aussi que véhiculent nos sociétés modernes, et il faut s'y confronter aussi. Et je crois que pour visiter un pays, le polar, c'est quand même un bon véhicule. Un bon véhicule, parce qu'on va où ne vont pas du tout les agences touristiques, justement. Je l'ai déjà dit. Donc c'est le dernier roman traduit en français de Dror Michani, Les doutes d'Avraham. C'est paru au Seuil. Dès le matin, tout s'était ligué contre lui. Il avait espéré qu'Erez Yager accepterait le détecteur de mensonges et l'analyse ADN pour prouver qu'il n'était pas l'agresseur. Mais en dépit des conseils de son avocat, et bien que menotté, le fils avait refusé et était resté muré dans son silence. Il n'avait pas non plus expliqué pourquoi il avait caché aux enquêteurs qu'il était un enfant adopté, ni qu'il avait eu sa mère au téléphone la veille du meurtre. À travers la vitre sans teint de la salle d'interrogatoire, Avraham avait entendu Sharpstein le menacer, lui dire que s'il refusait les analyses, la police laisserait fuiter dans les médias l'implication et la garde à vue d'un membre de la famille de la victime. Il était allé déjeuner, persuadé qu'il ne s'agissait que d'une tactique, mais pendant qu'il mangeait, Mahalouf l'avait informé par téléphone que sur le site d'info en continu de iNet, on annonçait que la police était sur le point d'élucider le dossier. Internet marchait si mal au commissariat que la page mit un temps fou à s'afficher. Mais ce qui lut Avraham le laissa abasourdi. Sous le gros titre « La police a 2 doigts de résoudre le meurtre de Holon », on avait écrit qu'en moins d'une semaine, l'équipe d'investigation avait réussi à arrêter un suspect,
que c'était un membre de la famille de la victime et qu'il serait mis en examen les jours prochains, ce qui permettrait de lever le secret de l'instruction. Il appela aussitôt Benny Seban, n'obtint pas de réponse, se précipita dans le bureau du chef, mais ce fut pour découvrir que ce dernier n'était pas dans les locaux. Si bien que lorsque Esti Wahaba vint lui parler des témoignages qu'elle avait recueillis auprès des femmes violées, toute la démarche lui parut ridicule. L'enquête n'allait-elle pas être bientôt bouclée? Il apprit la nouvelle à l'enquêtrice, et c'est ensemble, dans son bureau, qu'ils découvrirent ce qui figurait sur le site de Inet. Esti ne se découragea pas. Elle ne pouvait pas assurer qu'un nouvel interrogatoire de Mazal Bengstone changerait la donne. Mais de toutes les femmes qu'elle avait rencontrées, c'était la seule qui, elle en avait l'intuition, en savait peut-être plus que ce qu'elle disait. Son viol avait été traité par la police d'Eilat, mais elle avait décidé de son propre chef de s'adresser aussi aux femmes n'ayant pas été agressées dans leur district, à condition qu'elles y habitent. Il l'avait complimentée pour son initiative et avait demandé à voir le dossier en question. « Pourquoi nous cacherait-elle quelque chose ?» avait-il repris. « J'en ai aucune idée. Elle a voulu que je lui montre la photo du policier et je pense qu'elle s'est affolée en le voyant. Je suis l'inspecteur-chef Avraham, chef de la section des homicides du secteur d'Ayalon, se présenta-t-il à Mazal Bengstone. Debout sur le seuil de sa chambre, la fillette blonde qui leur avait ouvert les regardait avec les mêmes yeux effrayés que sa mère. Ce matin, reprit-il, ma collègue vous a expliqué que nous enquêtions en ce moment dans la plus grande discrétion sur un policier ou un homme se prétendant officier de police qui interrogerait des femmes violées. Nous sommes venus vous communiquer de plus amples renseignements à ce sujet. Peut-être que ça vous rafraîchira la mémoire, au cas où vous l'auriez rencontré récemment. Les yeux de Mazal Bengstone passèrent d'Avraham à Esti Wahaba. Pendant toute la durée de l'entretien, elle ne cessa aussi de lancer des regards furtifs vers la fillette, qui ne quitta pas le seuil de sa chambre. Il n'y accorda aucune importance. Puis-je vous poser quelques questions au préalable? Si j'ai bien compris ce que m'a dit mon enquêtrice, vous avez été agressé il y a à peu près 3 ans. C'est bien ça? Oui. À Eilat? Oui, dans un hôtel. Il ne se souvenait plus si, dans le dossier qu'il avait lu avant de venir, on indiquait que cette femme était mariée ou divorcée. Sur la porte, il n'avait pas vu de plaque avec le nom des locataires. Ce qu'il sentait, c'était qu'elle voulait qu'il s'en aille. Voilà, on va peut-être conclure rapidement. On a commencé par Dormichani, on finit par lui. Et vous avez compris donc que les doutes d'Avraham le mènent quand même assez sûrement à la solution de l'énigme. Et je voudrais finir sur une phrase de Liad Shoham, à qui on pose la question donc sur ce mépris général dans la société israélienne pour la police. Et voici cette phrase, et on conclura là-dessus. Et pourtant, les policiers que j'ai rencontrés dans le secteur de l'aide aux réfugiés sont des héros à mes yeux. D'autres sont aussi engagés dans la lutte contre la corruption, qui a pris des allures de fléau national depuis quelque temps. À cet égard, tous ceux qui ne cessent de critiquer Israël et son soi-disant racisme ne devraient pas oublier ceci. C'est un procureur arabe assisté par une équipe de flics juifs qui ont envoyé un de nos anciens présidents de la République en prison. Voilà. Et donc, on va conclure là-dessus avec cette note d'espoir. Merci Dominique, merci beaucoup.